Et comme à notre habitude, haute thématique et surtout bonne interrogation. Mali, coalition des groupes terroristes, Paris prépare-t-il sa guerre contre Bamako? Nous nous interrogeons encore. Mali, coalition des groupes terroristes, Paris prépare-t-il sa guerre contre Bamako? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Car comme je le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre émission de parole aux panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, on espère que vous le savez, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, en abrégé MNLA, le Mouvement arabe de l'Azawad, en abrégé MAA, et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, trois mouvements armés qui composent la coordination du mouvement de l'Azawad, la CMA, ont fusionné mercredi 8 février dernier à Kidal. La cérémonie a eu lieu devant, on va le dire, une foule nombreuse avait la bénédiction de la mère patrie, la France, qui fait feu de tout bois pour déstabiliser le Mali. L'objectif affiché, renverser le pouvoir malien et saucissonner le pays. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est la France qui est derrière cette coalition. Une question cependant, ces terroristes qui se coalisent sont-ils maliens et pensent-ils au Mali ? Eh bien, c'est dans le stade de la ville de Kidal que la cérémonie consacrant la fusion de ces trois groupes armés s'est déroulée. Politiquement et militairement, on nous fait savoir qu'ils composent désormais une seule et unique entité. Pour Mohamed El Maouloud Ramadan, membre du directoire de la coordination de mouvement de l'Azawad, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. C'est une étape très importante qu'on vient de franchir parce que la population du mouvement le demandait depuis longtemps. Donc c'est une chose faite aujourd'hui. C'est une nouvelle donne. C'est un nouvel élan. Si on parle d'une seule et même voix, nous avons un seul leadership. Ça va beaucoup booster tout ce que nous avons comme objectif. Et nous de poser la question, quel est l'objectif? Quel est l'objectif que des groupements terroristes, que des groupes terroristes se coalisent, si ce n'est de renverser le pouvoir central du côté de Bamako. D'ailleurs, qui se cache derrière cette coalition? Qui est derrière cette coalition de ces trois mouvements qui ont pris l'initiative, depuis le 8 février dernier, de se mettre ensemble? Quel est l'agenda caché d'ailleurs de cette coalition? On nous fait savoir d'ailleurs que la nouvelle direction des ex-rebelles du Nord devait avoir plus de poids face au gouvernement malien. Et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Les membres de la nouvelle alliance ont suspendu il y a quelques mois leur participation aux instances de décision de l'accord de paix d'Alger, accusant l'État malien de faire dos à l'accord. Et je repose encore cette question, ces hommes et femmes sont-ils maliens? En tout cas, Mali, coalition des groupes terroristes, Paris prépare-t-il sa guerre contre Bamako? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est journaliste, directeur de publication de journal Le Cactus, que vous aimez bien. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Juzolongo. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour au top management de Panafricaniste TV. Salut particulier à mes co-panélistes. Le format assez particulier de cette tribune ne nous permet pas d'être ensemble comme à l'habitude. Je crois qu'avec le temps, nous allons nous retrouver comme toujours dans cette tribune. Sur cette tribune, temps pour moi. Je salue les Africains, tous les Africains. Je dis bonjour aux Afro-descendants, bonjour à la diaspora africaine, où c'est tout, je parle de cette diaspora combattante, dynamique, qui pense que l'Afrique a une histoire à réécrire, pas à écrire, une histoire à réécrire. On n'est pas dans le Conseil des Nations. Je voudrais, comme mon habitude, commencer par un coup de gueule. Commencer par un coup de gueule, il nous revient. Il ne revient que du côté du Tchad. Le monsieur qui est là-bas, qu'on n'appelle pas président de la junte militaire, a été il y a quelques jours du côté de Paris pour un dîner. Je crois que c'était un dîner. Et il nous revient qu'il a décidé
celui-là, je parle de celui qui est le fils de l'autre, Mahamad, je crois que c'est Déby, a décidé de sacrifier, je dis bien de sacrifier le peuple malien à l'autel des intérêts personnels, le peuple tchadien, autant pour moi, merci, le peuple tchadien à l'autel de ses ambitions personnelles. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que les deals ces derniers, je crois que nous y reviendrons, que ces derniers a signé avec Macron dans leur déjeuner, je crois que ça pose un problème. Ça pose un problème d'abord pour les Tchadiens, ça va poser un problème pour les pays limitrophes, notamment dans la région des Grands Lacs et dans le golfe de Guinée. Ça, c'est très dangereux ce qui s'est passé à Paris. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Adatola, ici. J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous nous posons justement cette question. Coalition des groupes terroristes du côté du Mali, Paris prépare-t-il sa guerre contre Bamako le 8 février dernier? Albert Anatola ici, ils sont des mouvements, d'ailleurs 3 mouvements, ont pris l'initiative de faire une coalition. On connaissait déjà la coordination de mouvements de l'Azawad. Cette fois-ci, ce sont des hommes et femmes qui ont pris langue et ils disent qu'ils veulent aller contre le gouvernement central du Mali. Qui est derrière? Qui se cache derrière? Et quel est le calendrier obscur justement de cette coalition? Rappelons que cette coalition a été signée mercredi la semaine dernière. Oui. Entre ces 3 mouvements que vous avez compris tout à l'heure, notamment le mouvement national de libération de l'Azawad. Oui. Et il y a un autre mouvement là, il y a des autres, peut-être vous avez réfléchi à moi tout à l'heure. Et cette coalition, la signature de cette coalition intervient le même jour où le ministre des Affaires étrangères est en visite officielle du côté du Mali. Donc ce n'est pas un hasard du calendrier. Il s'agit d'une réponse à la Belgère. Lorsque vous suivez les déclarations de Sergueï Lavrov, dans ce contexte-là, il s'est engagé. Il a dit que son pays s'engageait à aider à la fois le Mali, comme ils le font déjà, et aider les pays du golfe de Guinée, y compris le Tchad, qu'il vient de convoquer tout à l'heure, à lutter contre le terrorisme. Je pense qu'il a très bien fait de faire ces déclarations, parce que ce qui s'est passé mercredi la semaine dernière a été suggéré par Paris. Ça se passe à Kidal. Oui. Et vous savez qu'à Kidal, dans le contexte de la présence de Barkhane au Mali, était une zone de non-droit pour les autorités du pouvoir central. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre... C'est-à-dire que Assimi Goïta et les autres, ou bien les membres du Conseil national de transition ne pouvaient pas mettre les pieds du côté de Kidal, qui est un homme maslan, qui a été pris en otage par des terroristes. Parce que désormais, c'est un peu des terroristes. Désormais, Paris les appelle les ex-rebelles indépendantistes. Ils ne sont plus des djihadistes. Comme par hasard, ils ne sont plus des djihadistes. Ils ne sont plus des terroristes. Ils sont désormais appelés les ex-rebelles indépendantistes Touareg. Voilà donc comment on vous fabrique, comme d'habitude, n'est-ce pas, ce que j'ai l'habitude d'appeler des projets de consentement de l'opinion. C'est-à-dire qu'on vous fabrique quelque chose et vous allez vous diriger. Désormais, vous n'allez plus les appeler les terroristes bien djihadistes, vous allez les appeler les ex-rebelles indépendantistes. Non, disons n'importe quoi. Voilà donc, cette affaire donc intervient dans le contexte de la visite de Sergueï Lavrov du côté du Mali. De quoi s'agit-il? Avant cela, si vous avez bonne mémoire, quelques jours avant, il y a eu plusieurs sorties, plus ou moins intéressantes ou malheureuses, demandant la mise en application, ou bien l'application des accords d'Alger, qui ont été signés en 2015, entre Bamako et les groupes terroristes. Je voudrais vous rappeler à toute fin utile, parce qu'il faut toujours convoquer la mémoire factuelle ou historique. Dans le contexte des événements de 2015, c'est-à-dire au moment où il y avait, je veux dire, la surenchère terroriste, le gouvernement central malien s'était engagé dans un projet de médiation, si vous voulez, de négociation avec les terroristes, les groupes terroristes. Qui s'en est opposé? C'est Paris qui s'en est opposé, non?
Mais les mêmes responsables qui aujourd'hui demandent l'application des accords d'Alger au motif que c'est là où c'est le point de discussion, c'est le point de contact, le seul point de relation entre les groupes terroristes et le pouvoir central. Et vous savez que derrière les accords d'Alger se prépare la scission, et bien la scission, n'est-ce pas, du Mali. C'est-à-dire, vous avez des côtés, et le fait qu'il y ait une coalition des groupes armés confère ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire une partition du Mali. C'est-à-dire, vous avez d'un côté une république de l'Azawad qui est en gestation, et de l'autre côté, vous avez la république malienne. Mais il y a un problème. Je pense que un gouvernement sérieux et responsable ne peut en aucun moment accepter que son pays soit partitionné. Que ce soit par des groupes terroristes, que ce soit par des ex-rebelles, que ce soit par tout ce que vous appelez les djihadistes. Jamais aucun responsable ne peut l'accepter. Donc, c'est donc une déclaration de guerre de Paris qui va faire sa guerre par procuration, comme d'habitude, au travers des groupes terroristes. Ce n'est pas des groupes rebelles. Ce n'est pas des groupes indépendantistes. C'est des groupes rebelles qui font du trafic, qui faisaient le troc et qui continuent d'ailleurs de faire le troc avec les militaires français qui sont basés du côté du Sahel. Ça, il faut le dire, et avec beaucoup de fermeté. Donc, quand Paris décide donc de faire sa guerre par procuration contre les autorités de transition maliennes, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on se met à genoux pour prier? Non. Qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un membre du Conseil national de la transition qui justement a fait une déclaration que les gens trouvent de polémique, mais qui justement ressuscite la vérité des faits. Savoir que la tête de serpent se trouve à Kidal. Et c'est à Kidal, lorsque Macron arrive au Mali en 2017, où est-ce qu'il va? Il va à Kidal. Sans l'accord, justement, des autorités maliennes. Ce n'était pas seulement un acte symbolique, c'était un acte politique fort. C'est-à-dire qu'il donne l'onction aux groupes terroristes qui commettent des exactions, qui commettent de l'horreur du côté de Kidal. Donc aujourd'hui, il est établi que Paris, avec ses alliés, sont en train de donner la logistique aux mouvements terroristes qui ont justement signé qui sont engagés dans une coalition armée. Il s'agit, parce que la CIM, la coordination du mouvement de l'Azawad, oui, il s'agit d'un mouvement politico-militaire, soit dit en passant. C'est un mouvement politico-militaire. Eux-mêmes, ils l'ont dit, que maintenant, qu'ils sont devenus une seule entité, ils vont aller en croisade contre les autorités maliennes qui sont à Bamako. Il faut donc s'y préparer. Albert Natola, ici, des groupes terroristes se coalisent et pendant ce temps, on le dit comme ça, dans les médias mainstream, précisément les médias français, on voit les images d'ailleurs de la manifestation, on voit les images, on va le dire comme ça, de cette coalition, de cette signature. N'est-ce pas une complicité? Il y a plus ou moins de la complicité. Il y a plus ou moins une certaine complicité. Je voudrais vous rappeler que dans le contexte de la signature de cette coalition, le mercredi de la semaine dernière, mais il y a eu un défilé à Kidal. Il y a eu un défilé à Kidal. Je voudrais vous rappeler que lorsque Paris, au travers Serval puis Barkhane, s'engage dans la lutte antiterroriste du côté de Bamako, enfin du côté du Mali et du Sahel plus généralement, il était question justement de donner les moyens appropriés aux autorités, aux différentes autorités des pays qui font partie de cette affaire-là. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, nous avons constaté que la situation sécuritaire s'est malheureusement dégradée. Ça s'est dégradé. Deuxième chose, nous avons eu à faire des missions là-dessus, preuve à l'appui, que les éléments de la force Barkhane
fournissait à la fois la logistique, envoyait de l'argent, formait des terroristes au maniement d'armes stratégiques. Et en plus, la force Barkhane, dans sa configuration initiale, on peut encore en parler parce que même s'ils sont plus au Mali, ils ont juste traversé la frontière, mais ça veut dire qu'ils sont encore présents. Leur mission, c'était le renseignement et le soutien aérien. Mais que s'est-il passé pour que Barkhane commence à se déployer au sol? Nous avons fouillé, fait des recherches pour dénicher le document qui donnait mandat à la force Barkhane de s'engager dans les opérations au sol. Nous n'avons pas trouvé. Par contre, nous avons trouvé un document qui engageait Barkhane à s'impliquer dans le renseignement prévisionnel, à mener des missions aériennes. Oui. Même dans le contexte justement de ces missions, je ne suis pas sûr qu'on a eu des résultats efficients et efficaces. Puisqu'à chaque fois on a tendance, on nous rappelle que la France a perdu 59 de ses soldats de ce côté-là. Peut-être pour rien certainement. Parce que lorsque vous partez quelque part, vous êtes censé, au regard de vos engagements, au regard de votre narratif, de vos propres déclarations, apporter du résultat. Je crois que c'est depuis 2013 que Barkhane est arrivé du côté du Mali, et puis généralement au Sahel, on n'a pas vu de résultat. Aucun résultat. Pas de résultat. Ça veut dire qu'ils sont conscients que du point de vue militaire, cette affaire-là ne peut pas se résoudre, comme ils le pensent. Donc la solution est politique. Et ils savent que si la solution est politique, le dénouement leur sera défavorable. Tenez, vous avez actuellement un projet de fédération entre Bamako, Niamey et Conakry. Oui. Un projet qui pose des problèmes à Paris et ses alliés. Un projet qui pose des problèmes à la CEDEAO, à l'Union européenne. Mais pourquoi ça devrait leur poser des problèmes? Qu'il y ait une fédération entre les États qui ont en partage l'insécurité. C'est donc dans ce contexte où justement ces mouvements terroristes ont décidé de se coaliser pour justement détruire ce projet justement de fédération de ces trois pays que je viens de convoquer. Donc je pense qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont déjà fait déclaration, lorsqu'on a fait déclaration, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à passer à l'acte. Oui. Il ne faut donc pas attendre qu'il passe à l'acte pour réagir ou bien pour agir. Il faut agir tout de suite. Parlons justement de cette réaction. L'Occident a toujours dit qu'il ne négociait pas avec les terroristes. Est-ce que l'État malien va négocier justement avec ces hommes qui ont pour objectif de partitionner le pays? Je pense qu'aujourd'hui, il faut également le mettre dans notre analyse. Vous avez le groupe de soutien à l'islam musulman qui soutient les autorités de Bamako, oui, et qui s'est engagé également à combattre justement les groupes terroristes qui sont coalisés autour de la coordination des mouvements de l'Azawad, que vous avez convoqué tout à l'heure. Donc, je pense que très souvent, ils n'ont pas intérêt à ce que l'on s'entende. Parce que c'est le scénario habituel. Dès qu'ils se rendent compte que vous pouvez vous entendre, ils créent des dynamiques de division, de contestation et de partition. Ils vous ont dit qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Oui. Ça, c'est le discours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du côté de l'Afghanistan? Allez savoir. Mais ils ont bien négocié avec les talibans, non? Mais c'est les mêmes gens qui vous disaient qu'on ne négocie pas avec les terroristes qui ont négocié avec les talibans du côté de l'Afghanistan. Mais que vous croyez vraiment, que vous croyez qu'ils sont sérieux, ces gens? Mais pourquoi est-ce qu'on doit interdire aux autorités maliennes de négocier avec les terroristes? Mais ils ont bien négocié avec les terroristes du côté de la Libye. Je crois bien, vous avez deux factions du côté de la Libye. Vous avez une faction qui est reconnue par la communauté dite internationale. Vous avez l'autre faction qui n'est pas du tout reconnue par la communauté dite internationale. Pourquoi? Mais pourtant, la faction reconnue par la communauté dite internationale, ce sont des mouvements terroristes qu'ils appellent désormais les mouvements et les ex-rebelles qui ont renversé, non, qui ont assassiné Kadhafi. Mais il faut qu'on arrête. Mais du côté
de l'État islamique, il négocie bien avec l'État islamique du côté de la Syrie. Donc je pense qu'il faut toujours se méfier de ces déclarations d'intention. Et ces gens qui ont l'art de nous donner, de se muer en moralisateur universel en matière de géostratégie, de géopolitique, de la diplomatie internationale. Non. Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt que la situation sécuritaire au Sahel, d'une manière générale, au Mali, ou bien dans la région des Grands Lacs, ou bien dans le golfe de Guinée, soit stabilisée. Ils n'ont aucun intérêt. Ça ne fait pas les affaires. Ça ne peut pas faire fonctionner l'industrie, le complexe militaire-industriel. Pour eux, c'est quand il y a insécurité que les affaires marchent. Mais attendez un peu. Mais lorsque Donald Trump est aux affaires, mais il paraît que l'économie américaine ne se portait pas très bien. Mais depuis que les démocrates sont arrivés à la Maison-Blanche, il semble que le complexe militaire-industriel se porte très bien. Ils forment des très gros chiffres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut donc faire très attention. Lorsque les gens vous disent quelque chose et font tout le contraire sur la table. L'Europe, d'une manière générale, la France a besoin, pour fonctionner les opérations extérieures, ce qu'ils appellent les OPEX. Oui. Parce que ça leur confère une visibilité à la fois géopolitique, diplomatique, géostratégique, mais surtout, ça permet de faire des affaires. Albert Anatole, ici, avec cette coalition du 8 février dernier, n'est-ce pas une nouvelle preuve que la France finance, entretient le terrorisme au Sahel? Je pense qu'on a pu apporter des preuves justement de l'implication de la France dans l'insécurité au Sahel. Nous avons plusieurs fois démontré dans la plupart de nos débats que, pas seulement la France et ses alliés, les États-Unis avec, que selon leurs intérêts, ils peuvent combattre un groupe terroriste selon que leurs intérêts sont menacés ou confortés, ils peuvent négocier avec un groupe terroriste ou l'accepter. Donc nous avons des documents. Nous avons des documents qui font état justement de ce que ces gens financent le terrorisme. Mais qui sont les théoriciens du terrorisme, soit dit en passant? Qui sont les théoriciens du terrorisme? Je crois que ce sont les États-Unis. C'est l'Union européenne, c'est l'OTAN. Ce sont les théoriciens du terrorisme. Donc je pense qu'ils n'ont aucun intérêt. Lorsque vous lisez certains documents comme le protocole de Toronto, entre autres, mais ils n'ont aucun intérêt que le monde soit en paix. On vous dit que dans le contexte de la création de l'ONU en 1945, si mes souvenirs sont exacts, il était question que le monde soit en paix, qu'il n'y ait plus de guerre nulle part dans le monde. Mais l'ONU est-elle un instrument de paix finalement? Quand vous voyez la configuration de l'ONU aujourd'hui, ou sa politique internationale, est-ce un instrument au service de la paix dans le monde? Du tout. Alors, si vous avez donc la réponse à cela, ça veut dire que ces gens, les mondialistes d'une manière générale, ce ne sont pas des gens qui sont pour la paix dans le monde. Bien au contraire, ils multiplient les chaos et autant ils multiplient les chaos, autant ils contrôlent le monde. Vous avez des projets. Ils font des projets de déstabilisation. Ils font des projets de réduction de la population mondiale. Ils vous créent de nouveaux droits de l'homme. Ils vous créent des calamités. Ils vous créent, des génocides humanitaires. Ils vous créent des crises sanitaires. Il y a un problème. Ça veut dire que ces gens, ils sont tout, mais sauf pour la paix. Pendant ce temps, il y a toujours une plainte du côté des Nations Unies, surtout au Conseil de sécurité, contre la France, déposée par le Mali. Apparemment, cette plainte a été placée sous le boisseau. Je pense qu'il faut rien attendre de cela, il faut rien attendre de l'ONU, mais ce qui est important, c'est l'acte posé par les autorités de Bamako qui ont montré aux yeux du monde, après Muammar Kadhafi, que l'ONU était une institution au service des mondialistes, au service, n'est-ce pas, des génocidaires, au service de la criminalité et de l'injustice internationale. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut rien attendre de cela. Il ne faut rien attendre de cette plainte, de la saisine par l'État malien du Conseil de la sécurité des Nations Unies. Il ne faut rien attendre en retour. Rien. Pourquoi? Parce que si le Conseil de sécurité prend sur lui d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est terminé. Hein? C'est-à-dire qu'il y aura
justement une succession de révélations sur les activités de certains de ses membres au travers certains territoires dans le monde. Donc, il faut éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Je voudrais vous rappeler que dans la même tribune, en 2010, vous avez un général américain de sinistre mémoire qui avait présenté une fiole. Je parle de Colin Powell, pour ne pas le nommer, pour attester, pour montrer à la fin du monde que Saddam Hussein possédait une arme de destruction massive. Oui. Alors, après que l'Irak a été bombardé, après que les Irakiens, femmes, enfants et hommes ont été tués, est-ce qu'ils ont découvert une arme de destruction massive du côté de l'Irak? Du tout. Bon, s'ils nous ont menti hier, comment pouvez-vous penser qu'ils nous diraient la vérité aujourd'hui? S'ils nous mentent tous les jours, comment pensez-vous qu'ils pourront nous dire la vérité? Ils ne vivent que du mensonge, de la manipulation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut rien attendre de cette requête, de cette saisine des autorités maliennes du Conseil de sécurité. Mais ils ont, en leur honneur, d'avoir osé faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire montrer à la diplomatie internationale, à l'instance internationale qui s'appelle l'ONU, que le monde est révolu et que sur le continent africain, les lignes bougent et que rien ne sera plus commun. Merci Albert Anatola ici d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, nous mettons la clé sur l'opération pour cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.